Le 15 août 1971, pour des millions de gens, c'est un dimanche d'été ordinaire. Mais à Washington, dans le silence feutré du bureau ovale, l'histoire est sur le point de basculer. Le président Richard Nixon, le visage grave, s'apprête à s'adresser à la nation. Ce qu'il va annoncer n'est pas une nouvelle guerre ou un traité de paix. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus intime. Il va annoncer la mort de l'argent tel que le monde le connaît depuis des décennies. En quelques minutes, il va rompre la promesse qu'il y ait la monnaie la plus puissante du monde à une valeur tangible et réelle. L'or. Ce soir-là, le dollar américain est devenu un fantôme, une simple feuille de papier soutenue non pas par un métal précieux, mais par la confiance. Et par un plan secret encore plus audacieux. Un plan qui allait redéfinir la richesse, le pouvoir et la guerre pour le siècle à venir. Pourquoi un président prendrait-il un risque aussi monumental? La réponse se trouve dans une crise silencieuse qui menaçait de mettre l'Amérique à genoux. Pour comprendre ce geste radical, il faut remonter à 1944. Le monde sort meurtri de la Seconde Guerre mondiale. Les puissances alliées se réunissent à Bretton Woods, une petite ville du New Hampshire, pour dessiner un nouvel ordre économique mondial. Le but, éviter le chaos monétaire qui avait contribué à la Grande Dépression. La solution, un système où le dollar américain serait la monnaie de référence. Sa valeur serait fixe et garantie par de l'or, au taux de 35 $ l'once. Toutes les autres monnaies seraient, à leur tour, arrimées au dollar. C'était un système basé sur la confiance en la toute-puissance économique et industrielle des États-Unis. Pendant près de 3 décennies, ce système a apporté une stabilité sans précédent, alimentant une période de croissance économique spectaculaire connue sous le nom des 30 Glorieuses. Mais dans les coulisses, les fondations de cet édifice commençaient à se fissurer dangereusement. Le problème était simple, l'Amérique dépensait beaucoup plus d'argent qu'elle n'en possédait en or. La guerre du Vietnam coûtait des milliards, tout comme les ambitieux programmes sociaux de la grande société. Pour financer tout cela, Washington faisait tourner la planche à billets. Des centaines de milliards de dollars inondèrent le monde. Tant que personne ne doutait, le système tenait. Mais à la fin des années 60, les autres pays ont commencé à faire leur compte. Ils détenaient des montagnes de dollars et voyant les réserves d'or américaines fondre comme neige au soleil. La confiance, pilier de Bretton Woods, s'érodait. Les nations européennes, menées par une France méfiante sous la présidence du général de Gaulle, ont commencé à se poser la question fatidique « Et si nous demandions notre or en retour ?» Le général de Gaulle fut le premier à passer à l'action de manière spectaculaire. Il ne faisait aucune confiance à la monnaie fiduciaire américaine qu'il qualifiait de « privilège exorbitant ». En 1965, il annonce publiquement que la France allait convertir ses réserves de dollars en or comme le traité de Bretton Woods l'y autorisait. Il a même envoyé un navire de guerre français traverser l'Atlantique pour récupérer le métal précieux stocké dans les coffres de la réserve fédérale de New York. Ce geste était plus qu'économique, il était politique. C'était une déclaration d'indépendance face à l'hégémonie américaine. D'autres pays, comme l'Allemagne de l'Ouest, ont suivi plus discrètement. La panique commençait à s'installer. C'était l'équivalent d'une panique bancaire, mais à l'échelle planétaire. Fort Knox se vidait. Au début des années 70, la situation était devenue intenable. Les réserves d'or américaines étaient à passer de plus de 21 000 tonnes après la guerre à moins de 10 000 tonnes. Pendant ce temps, le nombre de dollars détenus à l'étranger avait explosé. Il y avait assez de dollars en circulation pour réclamer 3 fois la totalité de l'or restant dans les coffres américains. Le bluff ne pouvait plus durer. En août 1971, la crise atteint son paroxysme lorsque la Grande-Bretagne demande à convertir 3 milliards de dollars en or. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nixon savait qu'il était acculé. S'il honorait la demande britannique, d'autres pays suivraient immédiatement et les États-Unis seraient en défaut de paiement. L'Amérique, le leader du monde libre, serait en faillite. Face à ce désastre imminent, Nixon convoque ses plus proches conseillers pour une réunion secrète du 13 au 15 août à Camp David, la retraite présidentielle. Loin des oreilles indiscrètes de Washington, une quinzaine d'hommes allaient décider du sort de l'économie mondiale. Parmi eux, le secrétaire au Trésor John Connally, un Texan au franc-parler, et le jeune sous-secrétaire Paul Volcker, qui deviendra plus tard le célèbre président de la Fed. L'ambiance était électrique. Fallait-il dévaluer le dollar, imposer des contrôles drastiques, ou fallait-il prendre l'option nucléaire, couper définitivement le lien entre le dollar et l'or? C'était une idée radicale, une violation de l'accord international que l'Amérique elle-même avait mis en place. John Connally, la voix la plus influente auprès de Nixon ce week-end-là, a résumé la situation avec une brutalité devenue légendaire. Face aux inquiétudes de ses partenaires internationaux, il aurait déclaré « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème ». Cette phrase encapsulait parfaitement la nouvelle doctrine américaine.
L'heure n'était plus à la coopération, mais à l'unilatéralisme. L'Amérique allait agir pour ses propres intérêts, et le reste du monde n'aurait qu'à s'adapter. Connally a convaincu Nixon qu'une action choc, audacieuse et unilatérale, était la seule solution pour réaffirmer la puissance américaine. La décision fut prise. Les États-Unis suspendèrent la convertibilité du dollar en or. La fenêtre de l'or, comme on l'appelait, allait être fermée, pour de bon. Le dimanche soir, 15 août, Nixon s'adresse à la nation. Son discours est un chef-d'œuvre de communication politique. Il ne parle pas d'une faillite ou d'une rupture de promesse. Au lieu de cela, il présente cette mesure comme une action temporaire et nécessaire pour défendre le dollar contre les spéculateurs internationaux. Il annonce un gel des prix et des salaires pour combattre l'inflation et une surtaxe de 10% sur les importations. La fermeture de la fenêtre de l'or est présentée comme un détail technique au milieu de ce plan audacieux pour la prospérité américaine. Mais les experts du monde entier ont immédiatement compris. Ce n'était pas temporaire. C'était la fin d'une ère. Le système de Bretton Woods, pilier de la stabilité mondiale depuis 27 ans, venait d'être pulvérisé en direct à la télévision. La réaction mondiale fut un mélange de choc, de colère et de confusion. Les marchés financiers ont été pris de panique. Personne ne savait ce que valait un dollar ou un franc ou un mark. Les taux de change, autrefois stables et prévisibles, se sont mis à flotter de manière chaotique. Les alliés européens et le Japon se sentaient trahis. Ils n'avaient même pas été consultés. Le choc Nixon, comme on l'a appelé, a plongé le monde dans l'inconnu. Pendant plus de 2 ans, les dirigeants mondiaux ont tenté de rafistoler le système, de trouver un nouvel arrangement. Mais il était trop tard. La confiance était rompue. En mars 1973, le système de taux de change flottant que nous connaissons aujourd'hui est devenu la norme, non par choix, mais par défaut. L'ancre avait été levée. Le monde entrait dans un territoire inexploré. Pour la première fois dans l'histoire moderne, toutes les monnaies du monde étaient des monnaies fiat, c'est-à-dire qu'elles n'étaient adossées à aucune marchandise physique, que ce soit l'or ou l'argent. Leur valeur reposait uniquement sur la confiance accordée au gouvernement qui les émettait. Pour le dollar, c'était un problème existentiel. S'il n'était plus convertible en or, qu'est-ce qui forcerait les autres pays à le détenir ? Pourquoi accepter des morceaux de papier vert en échange de biens et de services réels ? Sans une raison impérieuse de détenir des dollars, la monnaie américaine risquait de s'effondrer sous le poids des dettes et de l'inflation. L'administration Nixon avait besoin d'un nouveau pilier, d'une nouvelle encre pour sa monnaie, et ils l'ont trouvé dans l'or noir. Le plan était d'une audace et d'un cynisme remarquables. Il a été orchestré par les 2 figures les plus puissantes de la politique étrangère américaine de l'époque. Henry Kissinger, le conseiller à la sécurité nationale, et William E. Simon, qui allait devenir secrétaire au Trésor. L'idée était simple dans son principe, mais complexe dans son exécution. Si le dollar ne pouvait plus être adossé à l'or, il serait adossé à quelque chose d'encore plus essentiel pour l'économie industrielle mondiale, le pétrole. Le plan consistait à forger un accord avec le plus grand producteur de pétrole au monde, l'Arabie Saoudite, pour s'assurer que le commerce mondial du pétrole se ferait exclusivement en dollars américains. Pourquoi l'Arabie Saoudite ? Parce que le royaume était le leader de facto de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Il possédait les plus grandes réserves et avait la capacité d'influencer les prix mondiaux. En 1973, le contexte est devenu encore plus favorable à ce plan. Suite à la guerre du Kippour, les pays arabes de l'OPEP ont imposé un embargo pétrolier contre les pays qui soutenaient Israël, dont les États-Unis. Le prix du pétrole a quadruplé en quelques mois, passant de 3 à 12 $ le baril. Cette crise a provoqué une récession mondiale, mais elle a aussi montré de manière brutale la dépendance totale du monde au pétrole du Moyen-Orient. Pour Kissinger et Simon, c'était le moment idéal pour négocier depuis une position de force. Les négociations ont eu lieu en secret tout au long de 1974. William et Simon s'est rendu à Riyad pour rencontrer la famille royale saoudienne. L'offre américaine était claire et irrésistible. En échange de l'engagement de l'Arabie Saoudite à vendre son pétrole exclusivement en dollars américains, les États-Unis offraient une garantie de sécurité militaire absolue. Cela incluait des ventes d'armes sophistiquées, une protection contre les ennemis régionaux comme l'Iran ou l'Irak, et une garantie de survie pour la monarchie saoudienne elle-même. C'était un pacte faustien, du pétrole contre de la protection. L'Amérique offrait son bouclier militaire, et en retour, l'Arabie Saoudite offrait le socle du nouvel empire financier américain. Mais il y avait une deuxième partie cruciale dans cet accord, une clause qui allait transformer le système en une machine à recycler les dollars. L'Arabie Saoudite s'engageait à investir une grande partie de ses revenus pétroliers excédentaires, les fameux pétrodollars, dans des bons du Trésor américain. En d'autres termes,
Les dollars que le monde dépensait pour acheter du pétrole saoudien revenaient indirectement aux États-Unis pour financer la dette et les déficits du gouvernement américain. C'était un circuit fermé parfait. L'Amérique pouvait imprimer des dollars pour acheter du pétrole et ces mêmes dollars lui étaient prêtés en retour pour financer ses dépenses. Ce système ingénieux permettait aux États-Unis de vivre à crédit, en faisant payer la note au reste du monde. L'accord a été finalisé et est entré en vigueur. L'Arabie saoudite a utilisé son influence au sein de l'OPEP pour que les autres membres adoptent également le dollar comme monnaie exclusive pour leurs transactions pétrolières. En 1975, la décision était unanime. Le système du pétrodollar était né. Désormais, n'importe quel pays dans le monde, que ce soit le Japon, l'Allemagne ou la France, qui voulait acheter du pétrole devait d'abord se procurer des dollars américains. Cela a créé une demande structurelle permanente et massive pour la monnaie américaine, totalement déconnecté de la santé réelle de l'économie américaine. Le dollar n'était plus adossé à l'or, il était adossé à l'obligation pour chaque nation de s'approvisionner en énergie. Les conséquences de ce système ont été profondes et durables. Premièrement, il a solidifié la position du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Plus de 60% des réserves de change des banques centrales du monde sont encore aujourd'hui détenues en dollars. Deuxièmement, il a donné aux États-Unis ce que De Gaulle appelait le privilège exorbitant. Le pays peut accumuler des déficits commerciaux et budgétaires massifs sans subir les conséquences habituelles, car le monde est obligé d'absorber ces dollars excédentaires. Ils peuvent financer leurs guerres, leurs baisses d'impôts et leurs dépenses sociales en imprimant de l'argent, exportant ainsi leur inflation vers le reste du monde. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire, invisible pour la plupart des gens. Ce système a également profondément remodelé la géopolitique mondiale. La politique étrangère américaine au Moyen-Orient ne peut être comprise sans le prisme du pétrodollar. La protection des routes maritimes du pétrole, les alliances avec des régimes autoritaires mais riches en pétrole et les interventions militaires dans la région sont toutes, en partie, liées à la nécessité de maintenir ce système en place. La stabilité du dollar est directement liée à la stabilité de l'approvisionnement en pétrole et à la coopération des pays du Golfe. Toute menace à ce statu quo est considérée comme une menace directe à la sécurité nationale et à la puissance économique des États-Unis. Au fil des décennies, plusieurs pays ont tenté de défier l'hégémonie du pétrodollar. Et les conséquences ont souvent été désastreuses. Au début des années 2000, Saddam Hussein en Irak a annoncé son intention de vendre le pétrole irakien en euros plutôt qu'en dollars. Quelques années plus tard, l'Irak était envahi et l'une des premières mesures du nouveau gouvernement a été de rétablir la vente du pétrole en dollars. Plus tard, Mouammar Kadhafi en Libye a proposé la création d'une monnaie panafricaine adossée à l'or, le dinar-or, pour vendre le pétrole africain. Peu de temps après, son régime était renversé suite à une intervention militaire menée par l'OTAN. Coïncidence ? Pour de nombreux analystes, ces événements sont des avertissements clairs pour quiconque oserait défier le système. Le système du pétrodollar est une arme financière d'une puissance inouïe. Il permet aux États-Unis d'imposer des sanctions économiques qui peuvent paralyser des pays entiers. En contrôlant le système de paiement international en dollars, connu sous le nom de SWIFT, Washington peut couper une nation du commerce mondial en un clin d'œil. C'est ce qui s'est passé avec l'Iran et plus récemment avec la Russie. Cette capacité à armer le dollar est une source majeure de la puissance américaine au XXIe siècle. Mais c'est aussi ce qui pousse de plus en plus de pays à chercher des alternatives, à vouloir se libérer de cette emprise. Aujourd'hui, 50 ans après sa création, le système du pétrodollar montre des signes de fatigue. La montée en puissance de la Chine, devenue le plus grand importateur de pétrole au monde, change la donne. Pékin a commencé à acheter du pétrole à la Russie et à d'autres pays en utilisant sa propre monnaie, le yuan. La Russie, l'Iran et d'autres nations sous sanctions américaines cherchent activement à commercer dans d'autres devises. L'Arabie saoudite elle-même a récemment déclaré être ouverte à l'idée de vendre son pétrole dans d'autres monnaies, une déclaration impensable il y a encore quelques années. L'émergence de nouvelles alliances économiques, comme les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et leur expansion récente, représentent un défi direct à l'ordre économique dominé par le dollar. Ces pays discutent ouvertement de la création d'une nouvelle monnaie de réserve pour faciliter leurs échanges et réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar. La dédollarisation n'est plus un concept théorique, c'est un processus en cours, lent mais inexorable. La question n'est plus de savoir si le règne du pétrodollar prendra fin, mais quand et à quel point la transition sera chaotique. Ce qui a commencé par une décision secrète à Camp David en 1971 a façonné le monde dans lequel nous vivons.
L'accord pétrolier a transformé le dollar d'une monnaie adossée à l'or en une monnaie adossée à la puissance militaire et à la dépendance énergétique. Il a permis aux États-Unis de maintenir leur statut de superpuissance pendant un demi-siècle. Mais ce système a aussi créé un monde d'instabilité financière, de dettes colossales et de conflits géopolitiques. L'histoire n'est pas terminée. Alors que le monde se dirige vers une ère multipolaire, la bataille pour le contrôle du système monétaire mondial ne fait que commencer. Et les secousses d'amarre de la fin de l'empire du pétrodollar pourraient être encore plus violentes que celles de sa naissance. Alors, pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que la valeur de l'argent dans votre poche, le prix que vous payez pour l'essence et même la paix mondiale sont tous liés à ce système créé il y a 50 ans. L'ère du pétrodollar a permis une prospérité sans précédent pour certains, mais elle repose sur un équilibre fragile. L'émergence de concurrents sérieux comme la Chine et le désir croissant de nombreuses nations de s'affranchir de la tutelle américaine menacent de faire s'effondrer tout l'édifice. Si le dollar perd son statut de monnaie de réserve mondiale, les États-Unis ne pourront plus financer leur déficit aussi facilement. Les conséquences pourraient être une crise de la dette massive, une hyperinflation et un bouleversement géopolitique majeur. Nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau choc Nixon, mais cette fois, l'Amérique pourrait ne pas être en mesure de dicter les règles du jeu. Pensez-vous que le règne du dollar touche à sa fin? Quelle monnaie ou quel système pourrait le remplacer? Dites-le nous dans les commentaires.